Dans l'imaginaire, on pense souvent au loup ou au renard. Mais les prédateurs sont parfois microscopiques. Des bactéries ou des virus. Les agriculteurs sont régulièrement confrontés à ces ennemis invisibles. Pascal aime ses vaches. Toute sa vie tourne autour de ces animaux. Une relation s'est créée depuis de nombreuses années, un lien indéfectible que rien ne pourrait briser. Mais quand cet ennemi invisible s'invite dans son étable, Pascal se retrouve démuni. Et pourtant, rien ne l'empêchera de se battre pour ses animaux. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Audrey Largouët. Je grandis en Haute-Savoie, dans un petit village situé à la frontière entre les deux départements, entre la Savoie et la Haute-Savoie. C'est juste une rivière qui nous sépare des deux départements. Là, on est au flanc de colline, quoi. En face de nous, deux montagnes qui culminent à 1000 mètres d'altitude, le col du Sapnay et le mont Clergeon. On devine le Mont Blanc, et le lac d'Annecy un peu plus loin. Les montagnes en face de nous, c'est très boisé, c'est un peu limite alpage, style vosgien. C'est pas très haut, c'est un peu comme les monts du Jura. Et puis, c'est des prairies avec des corps de ferme, principalement des fermes laitières. Et puis, beaucoup d'animaux, beaucoup de vaches. Donc, un paysage campagnard, très rural. Le chemin qui mène à la ferme, c'est une impasse. Donc, celui qui vient à la ferme, c'est où il s'est perdu, où il vient nous rencontrer. Il y avait 3 familles qui vivaient dans ces corps de ferme, 3 familles qui n'avaient aucun lien de parenté. Et au fur et à mesure des années, ces 2 autres familles n'avaient pas de descendants, donc c'est mes grands-parents, arrière-grands-parents qui ont racheté les bâtiments pour qu'aujourd'hui, il n'y ait plus que nous sur ces bâtiments. Le corps de ferme en lui-même, il a 3 étables de 10 vaches, et puis une grange au milieu. Dans les années 60, c'est une enfance. On est avec les animaux, on est avec les petits veaux, parce que quand on est petit, on s'attache tout de suite à ceux qui sont un peu à notre taille. On boit le lait tout de suite derrière le pied de la vache. Ma grand-mère, elle me dit que je suis un bétioli. Alors le bétioli, c'est du patois, c'est de l'argot savoyard, et ça veut dire amoureux des bêtes. Forcément, elle me voit toujours avec les animaux, elle me voit toujours les caresser par là, donc elle me dit tu t'attaches beaucoup aux animaux, mais les animaux ils sont pas éternels. Il arrive un moment, l'animal il est plus là, et derrière, on est triste. Premier souvenir qui me vient, c'est une vache qui s'appelle Danube. C'est une vache qui est particulière parce que c'est la doyenne du troupeau, elle est âgée, donc elle est calme. C'est une vache abondance, donc qui a une robe acajou très rouge. Elle a une tête blanche, mais elle a une particularité, c'est qu'on dit qu'elle a des lunettes. C'est des grosses taches marron sur chaque œil, qui fait que ça ressemble un peu à des lunettes. Et elle a 2 petites moustaches, elle a 2 petites taches marron aussi sur le museau, au niveau du museau. C'est elle qui a les caresses. Et elle est assez autonome, elle a son caractère, et puis elle a une particularité, c'est qu'elle a les cornes en bas. Mais c'est une vache qui est très, très sociable, et c'est un peu la chouchoute de l'époque. Je rentre à l'école à 5 ans. Il n'y a pas de maternelle. C'est directement le CP, le CE1, CE2, CM1, CM2. Donc, on est une vingtaine d'élèves sur tous les cours. C'est pratiquement tous des élèves d'agriculteurs, en grande majorité. Le matin, je me lève, je vais voir les parents qui sont à l'étable. Et après, je pars. Je gravis la colline, c'est 3 km à pied jusqu'à l'école. Je récupère mes 2 voisins qui sont juste sur la colline, et après, d'autres voisins me rejoignent. Et on finit à l'école avec une douzaine de copains et copines qu'on récupère sur la route. Et puis, c'est comme ça tous les jours. C'est une enfance joyeuse, hein. On est libre un peu, c'est la campagne, on fait un peu ce qu'on veut. Il y a beaucoup de choses à voir avec la nature. On est au milieu des insectes. Chaque saison a ses particularités. L'hiver, les bêtes sont l'étable, il y a de la neige. Donc, c'est plutôt des travaux intérieurs. Principalement, c'est l'alimentation des animaux, c'est la traite, c'est tout ce qui s'ensuit. C'est un peu plus calme. Après, quand il arrive au printemps, là, c'est les travaux dans les champs qui commencent. Il y a une entraide qui se fait avec tous les gens du village, tous les gens du hameau.
Quand j'ai 8-10 ans, il y a 7 ou 8 fermes dans le hameau, donc chacun avec des vaches laitières. Donc, on fait les foins ensemble. Une fois que le foin est sec, on fait des bottes qu'on dit de moyenne densité. Alors, c'est des bottes qui font 15 kilos, qu'on charge à la main ou au trident, et puis qu'après, qu'on vient décharger à la ferme. Donc tout ça, ça entraîne une entraide entre voisins ou une entraide familiale. Et c'est une volonté de ma part de reprendre l'exploitation, parce que la reprise de la ferme après mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, s'imposait pour moi, et puis le relationnel que je peux avoir avec les animaux a fait le reste. Je décide de m'orienter vers des études agricoles, une première année de bac général, et après 2 années plus orienté agricole, donc c'est un diplôme de chef d'exploitation, quoi. Grosso modo, c'est un peu ça que je passe au début des années 80. L'année de mes 21 ans, d'une pierre deux coups, moi je reprends la ferme et mon papa prend la retraite. J'ai une trentaine de vaches réparties dans 3 étables de 10. Donc on a un troupeau d'une trentaine de laitières, principalement de la race Abondance. On a des terrains qui sont assez pentus. Il faut des animaux qui soient assez agiles pour pouvoir être performants dans ces zones-là et puis produire du lait de qualité en quantité suffisante pour subvenir à nos besoins. Il y a la race tarentaise aussi qui est magnifique aussi. On dit que c'est une robe un peu plus jaune, et puis on dit qu'elle a les yeux maquillés tellement elle est magnifique. C'est ce qu'on aime bien dans ces races-là, c'est leur rusticité, quoi, parce qu'elles passent partout. C'est au-delà de la rusticité qu'elles peuvent avoir, c'est aussi de la longévité qu'elles peuvent avoir. Dans mon système, la longévité est très importante. Quand on sait qu'en moyenne, on peut avoir une vache, une durée de vie de 5 ans dans certains styles de travail, moi, les animaux peuvent aller jusqu'à 14-15 ans. Et c'est ce qui fait aussi toute la particularité, parce que quand on a des animaux pendant 10, 12, 15 ans devant les yeux, c'est quand même une partie de notre vie qu'on passe avec elles. À force, on les connaît par cœur parce qu'on les voit naître, on les voit grandir, et sur 10, 12 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Ça crée énormément de liens. Tous les jours, il faut leur donner une parcelle d'herbe à pâturer, il faut les emmener au parc, il faut les ramener pour la traite, il faut les ressortir après, ainsi de suite. À l'automne, comme on fait pâturer les parcelles qui sont dédiées principalement à la fauche le reste de l'année, à l'automne, souvent au mois de septembre-octobre, on va pâturer ces parcelles-là qui se situent, elles, à 1,5 km de la ferme. C'est quand même un petit bail de marche pour elles. Il y a 2 solutions pour y aller. Il y a la route qui prend un certain temps, et les vaches, la route, elles n'aiment pas tellement ça parce que c'est dur. Et pour leurs sabots, c'est pas simple, c'est dur. Puis quand il fait très chaud, le goudron chaud, c'est pas top. Et puis, à la partie, on y va à travers champs, et puis après, on prend un chemin pédestre. Et puis, alors, du coup, à l'automne, elles traversent un champ, et après, elles prennent le chemin pédestre, et elles atterrissent à la parcelle qu'on veut faire manger. Il y a 200 mètres de route à faire. Donc, je les lâche, et elles partent. Les meneuses prennent le devant, les autres suivent, et elles y vont toutes seules. Et moi, je prends la voiture et je passe par la route. Et je les attends 1,5 km plus loin, j'attends qu'elles arrivent. Et ça surprend énormément de monde parce que c'est un chemin pédestre, donc il y a beaucoup de gens qui passent. Il y a des cavaliers qui passent, les sans-équestres. Et la plupart du temps, ils se trouvent nez à nez avec le troupeau, alors qu'il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Quelquefois, j'ai même pour anecdote des gens qui m'appellent en me disant « Mais tes vaches, elles sont parties parce qu'on les a croisées, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. » J'ai dit « Non, elles vont juste pâturer. » Et en fait, je les attends. Combien de fois mes voisins m'ont dit « Mais tu as un troupeau, c'est phénoménal parce qu'elles auraient pu aller à droite, à gauche, mais non, elles rentrent, les meneuses sont devant, les autres, elles suivent. » Je suis fier de ça parce que le troupeau, il est calme. On a l'habitude de dire, alors c'est un peu présomptueux, mais on a l'habitude de dire que le troupeau, il est à la hauteur de celui qui les élève. Donc quand vous avez un troupeau calme, ça veut dire que le bonhomme, il est calme. Et quand il me dit ça, je me dis que quelque part, on a bien réussi notre coup. Au milieu des années 95, la modernisation s'accélère. Le troupeau s'agrandit. Il y a maintenant 38 vaches dans l'étable. Le système de traite se modernise aussi. L'exploitation, qui au tout début pouvait avoir une 30-35 hectares, passe à 65 hectares en
en superficie, ce qui me permet de nourrir le plus de mon troupeau que j'ai maintenant. Ça, c'est une grosse modernisation qui va me permettre de poursuivre mon activité un peu plus sereinement. La période hivernale, donc la plupart du temps, les animaux sont à l'intérieur parce que le climat ne le permet pas. Malgré tout, on a des hivers qui peuvent être un peu plus doux, donc si on peut les sortir, eh ben, on n'hésite pas. Et puis en plein milieu d'après-midi, je suis dans la cour. Le parc est autour de la maison, donc je vois cette vache. Les autres vaches sont au pâturage, se promènent dans le parc et elle vient jusque vers moi, elle repart, elle revient. Je la sens un peu affolée, donc je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je décide de la surveiller et puis elle va plus loin dans le parc, elle retourne dans le parc et du coup je la suis. Je la suis jusqu'à une lisière de bois. Cette lisière de bois, à côté, il y a un ravin très pentu. Et je vois qu'elle est là, et puis je devine qu'elle s'est débattue à ce niveau-là parce que la terre est brassée. Et en fait, cette vache, elle a fait son petit veau en bordure de cette lisière. Et son petit veau, quand il naît, il essaye forcément de se lever. Et quand il s'est levé, il a basculé dans la pente. Et puis, en fait, elle est venue me chercher pour me dire, voilà, viens me donner un coup de main parce que mon petit, il est mal en point en bas, donc il a fallu que je descende dans le ravin pour le ramener à la maison et puis le remettre avec sa maman dans la maternité. Elle a reconnu que moi, je pouvais lui donner un coup de main, que je pouvais faire le nécessaire, donc c'est assez symbolique du relationnel qu'elle peut avoir, la confiance qu'elle peut avoir en nous, quoi. Puis autour de moi, la famille s'agrandit, les neveux ont des enfants, donc on se dit, ouais, eux ils avancent, mais toi t'en es où, quoi? À partir de 2014, je me focalise sur la ferme et puis sur moi pour essayer de trouver l'âme sœur. Et là-dessus, c'est Internet, puis c'est mythique. C'est là que je rencontre l'âme sœur, mais également, je deviens papa quelque part parce qu'elle n'arrive pas toute seule, elle a 2 enfants. J'aménage l'étage pour notre vie de famille avec les enfants et à côté de ça, elle est aide-soignante et en dehors de ça, elle se passionne aussi pour mon métier d'agriculteur qu'elle ne connaissait strictement pas puisque c'est une fille de la ville, mais qu'elle apprécie au fur et à mesure et elle en va jusqu'à me donner un coup de main, notamment dans les grandes périodes de travail, des fenaisons où moi je suis dans les parcs et dans les champs et elle prend les rênes de l'exploitation et s'occupe de la traite alors qu'à la base, elle ne connaissait même pas la vie d'une vache. Elle fait ça avec passion et c'est très réconfortant pour moi. En 2016, je décide de passer en bio. Et donc, à partir de 2018, je suis en bio officiellement, en production laitière. Mon lait est transformé à ce moment-là en raclette bio et en tome de Savoie bio. Arrive l'année 2020. Au mois de février, c'est le décès de mon papa. Le mois de mars, c'est le décès de la maman d'Evelyne. Et là, elle est originaire d'Alsace, donc on monte à Colmar. 2020, c'est le début du Covid. Un des premiers clusters en France, c'est le cluster de Mulhouse. C'est à côté de Colmar. Et forcément, le jour de la sépulture de la maman d'Evelyne, il y avait des gens qui étaient sur Mulhouse qui sont venus à la sépulture. Et du coup, Evelyne a été atteinte du Covid. Elle vomit beaucoup. Les gastro-entérologues l'examinent et puis finit par dire qu'il est dépassé. Il ne voit pas trop ce qui peut être d'autre chose. Le chirurgien l'ausculte, il lui fait boire une potion et il s'aperçoit qu'elle a une occlusion. Donc il dit, vous ne retournez pas en Haute-Savoie, demain matin je vous opère d'urgence. Sauf que c'est une tumeur de 4 cm de diamètre qui obstrue l'intestin grêle. Tumeur qui est extrêmement rare à l'intestin grêle et encore plus rare chez une femme jeune, mais c'est tombé sur elle. La tumeur est enlevée et derrière, s'ensuit des séances de chimiothérapie assez longues. La tumeur était en stade 4, donc avec métastase. Quand ils ont fait la première intervention, ils ont enlevé aussi des tumeurs au niveau des ovaires, donc ils ont enlevé les ovaires, puisque ça s'est propagé après derrière au poumon. Ça s'est propagé aussi au niveau cérébral. Donc elle a eu une opération à la tête, puis beaucoup de chimiothérapie et de radiothérapie. Forcément que quand ça nous arrive, on se prend un bon coup de massue, parce que quand on parle cancer, on n'est jamais trop rassuré. Moi, je suis un peu le pilier là-dedans, donc je positive les choses à chaque fois. Je fais en sorte d'être auprès d'elle, de manière à ce qu'elle ne sente pas quelconque inquiétude de ma part ou quoi que ce soit, de façon à ce elle a déjà assez à combattre la maladie d'elle-même, parce que physiquement, c'est énorme.
Puis le refuge que je peux avoir, c'est mes animaux, c'est la ferme, c'est le travail à côté, parce que ça me permet de basculer dans un autre monde et de sortir un peu de tout ça, même si ça reste forcément dans un coin de la tête, mais au moins on se focalise après sur les animaux, et puis ils nous aident un peu à passer le cap, quoi. Je pense que l'animal, il est aussi conscient de l'état de la personne qui est en face. Je pense qu'ils ressentent beaucoup de choses, les animaux. On est en 2025, 5 ans de combat pour ma femme. Elle déjoue un peu toutes les attentes de ce que les oncologues peuvent dire, parce que je pense qu'ils l'ont condamnée à plusieurs reprises. Et elle est toujours dans la force de la combativité. Une dernière hospitalisation par rapport à sa tumeur cérébrale et des dernières chimios. Elle revient à la maison au mois de juin. Là, elle est suivie par l'hôpital à domicile, donc avec des soins infirmiers à la maison, des aides-soignantes qui viennent pour l'aide à la toilette et des kinés qui viennent régulièrement pour la faire marcher, pour toute une rééducation physique. On est dans une période très chaude, canicule à la deuxième quinzaine de juin. Les fenaisons sont terminées, les dernières bottes sont en train de se rentrer. Le 30 juin au matin, mon associé s'apprête à aller récupérer des bottes qu'on a fait durant le week-end. Moi, je finis la traite des vaches et de les mettre au parc. Et là, on reçoit un message d'alerte, chacun sur nos portables, message d'alerte de la Chambre d'agriculture. Et on voit une maladie, la dermatose nodulaire contagieuse, est arrivée dans le département de la Savoie, sur la commune d'Entrelacs. Surveillez vos troupeaux. Maladie transmise par les vecteurs que sont la mouche, l'étang. Je vais sur Internet et je regarde à quoi correspond cette maladie. On ne connaît pas du tout. Donc c'est une maladie qui touche uniquement les bovins, piquée par des mouches, par des tans, transmise par les animaux entre eux également, qui n'est en aucun moment atteint l'homme. C'est une maladie d'Afrique qui n'est jamais connue, en France, encore moins en Savoie. C'est une maladie qui est classée en catégorie A, c'est-à-dire qu'au niveau de l'échelle européenne, c'est des maladies les plus graves. Donc c'est surprenant et puis assez inquiétant parce que on sort d'une période de canicule où des mouches et des tans, on en a en pagaille. La ferme en question, elle est à 1 kilomètre à vol d'oiseau de chez nous, donc on commence à paniquer un peu. J'appelle le vétérinaire pour avoir de plus amples réponses à toutes mes questions. Donc il m'explique surtout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire de garder les animaux à l'étable et surtout de ne pas bouger les animaux qui sont dans les parcs à l'extérieur. Après, on a un peu le déroulé de ce qui s'est passé dans le premier cas sur la commune voisine. Donc une vache a été atteinte par la maladie. En fait, elle est montée en température la première fois que le vétérinaire l'a vue, donc ce qui peut correspondre à n'importe quelle maladie. Le lendemain, un autre vétérinaire est venu, c'était toujours pareil, malgré un traitement antibiotique au départ. Donc un autre vétérinaire est venu. La vache était toujours couchée avec de la température, donc il a changé le traitement, il a mis un anti-inflammatoire. Et puis le troisième vétérinaire est venu 2 jours après parce que ça n'allait toujours pas. Il voit donc ces nodules, gros comme le bout du petit doigt, donc ces boutons qui apparaissent sur le cuir de la vache qui n'étaient pas là les jours d'avant. Et donc, en regardant sur Internet, il s'aperçoit que nodule, ça peut être la dermatose nodulaire contagieuse. Ça l'interpelle un petit peu. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Comment ça a pu venir ici? Donc, c'est un peu un point d'interrogation. Et ils ont rajouté de faire des examens par rapport à cette maladie-là. 3 jours après, le résultat, malheureusement, chez cet éleveur-là, il s'est avéré positif. C'était bien la dermatose. Et ça a mis en place vraiment un branle-bas de combat au niveau national parce que c'est une maladie hyper contagieuse et c'est vraiment très grave. Et du coup, ça a surpris un peu tout le monde. Là se met en place tout un protocole avec donc la DDPP, c'est-à-dire la Direction départementale de la protection de la population, qui gère toute la partie vétérinaire également, la partie agricole, qui se déplace sur l'exploitation concernée. Le protocole, il est simple, c'est qu'un animal malade, c'est l'ensemble du troupeau qui est avec l'animal qui est abattu. Et chez cet éleveur-là, au départ, il y avait une vache malade. 4 jours après, il y en avait 3, 5 qui étaient vraiment malades. Et ça allait très vite dans son étable. En une semaine, il y a 15 bêtes qui étaient malades, couchées par terre. Quand l'abattage a eu lieu, il y en avait une quinzaine, 66 bêtes. J'ai eu beaucoup de peine pour lui.
Puis j'ai beaucoup de peine pour ces animaux, quoi, parce que je me dis, c'est pas possible, quoi. Aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être nous, ça peut être le voisin. Et là c'est une grosse psychose qui se met en place, ouais. Concrètement, derrière, quand on reçoit le SMS, ben voilà, les animaux, ils ne bougent plus. Donc, c'est interdiction de tout mouvement d'animaux. Bon, les vaches qui sont dans l'étable ou les nourriciers dans l'étable, c'est pas un souci. Les animaux qui sont dehors, tant qu'il y a de l'herbe, tant mieux. S'il n'y a plus d'herbe, il faut leur amener du foin. Vous n'allez pas les changer de parc. On a 31 vaches qui sont à l'étable et 7 qui sont dans le parc à 300 mètres de l'exploitation, qui elles sont dehors en plein air. Et du coup, ben voilà, il faut surveiller qu'il n'y ait pas de nodules, il faut surveiller qu'elles ne soient pas montées en température, il faut faire en sorte de lutter plus facilement contre les insectes. On nous dit qu'il y a une incubation qui peut aller jusqu'à 28 jours. C'est pas simple. On pense surtout à nos vaches, oui, ça c'est. On croise les doigts pour pas que ça leur arrive dessus, quoi. Les jours passent, mais la maladie est cantonnée autour de la première ferme. On garde espoir. On se dit, ben voilà, pour l'instant, ça reste là-bas, on surveille. Le 6 juillet au soir, bon, et tout se passe bien, les bêtes vont bien, on s'accroche. Et le 7 au matin, je fais le tour de mes vaches, et puis là, Naine, une jeune tarine, elle a 5-6 ans, très énergique, qui fait partie un peu des meneuses, qui est assez fière d'habitude, qui est là un peu nonchalante, et puis qui a une jambe qui est enflée. Donc de l'épaule jusqu'au bout du pied, très enflé. C'est la première chose que je vois. Ça n'a pas l'air de la gêner beaucoup, mais bon, voilà. Et puis, je vois une varicelle de nodules sur elle, la douche froide, parce que ces nodules, ils n'étaient pas là la veille au soir, ça c'est sûr. Premier réflexe, on appelle le vétérinaire. Et le vétérinaire qui vient, c'est lui qui a géré le premier cas. Donc, il voit la vache, il voit les nodules. Et puis, bah, il se retourne vers moi et puis il me dit, bah, tu sais Pascal, ça sent pas bon. La seule confirmation qu'on peut avoir, ce sera l'analyse des nodules. Ça prend 3 jours avant d'avoir le résultat. On s'accroche un peu aux branches parce que tout autour de nous, il y a d'autres cas qui sortent, mais qui reviennent négatifs. Il y en a quand même eu pas mal au départ. Parce qu'il y a des gens qui voient des nodules, donc forcément ils appellent, et puis finalement c'était une piqûre d'une vache qui s'est blessée ou un truc comme ça revient négatif, donc on s'accroche un peu aux branches les jours qui suivent. Le mardi, on se dit, bon, ben, la vache, ça évolue pas plus que ça, il n'y a pas d'autres vaches qui sont malades, elle mange, elle n'a pas de température, et puis le mercredi matin, donc le 9 au matin, les nodules se développent à la mamelle. Là, on commence à se dire c'est pas top. Ça évolue sur la mamelle et quand on voyait les photos sur internet, on en voyait beaucoup d'animaux qui étaient atteints notamment au niveau de la mamelle. Donc elle est vraiment pas bien. À midi, un coup de téléphone du directeur de la DDPP qui me dit on voudrait faire une réunion cet après-midi chez vous, mais c'est pas pour vous annoncer une bonne nouvelle. Ben voilà, le ciel nous tombe sur la tête. Faut pas oublier que ma femme, elle vient de rentrer de l'hôpital, qu'elle est très fatiguée, qu'elle est pas bien du tout, et que ça, forcément, je lui annonce ce qu'il en est, donc ça la met dans un état pas possible. Et derrière, je prends le téléphone et j'appelle tous mes voisins, avec qui il pouvait y avoir susceptibilité de contact avec les animaux, donc j'en ai 7 ou 8 que j'appelle, et je voulais qu'ils l'apprennent de ma voix et pas qu'ils l'apprennent par d'autres. Du coup, on se refait le film et on se dit, mais c'est pas possible. Les vaches, elles étaient où à ce moment-là? Alors, on se remet dans la tête. On sait qu'il y a au minimum 15 jours jusqu'à 28 jours d'incubation. Donc, on se refait le film et on se dit, où c'est qu'elles étaient? Alors, forcément, on était en pleine canicule. En pleine canicule, nous, on a des parcelles qui se situent près du ruisseau, qui séparent avec la Savoie. Et là-bas, il y a de l'herbe fraîche, il y a de la fraîcheur. Mais qui dit fraîcheur, qui dit humidité, forcément, vous parlez mouches, vous parlez thon. Et c'est vrai que quand elles revenaient à l'étable, elles étaient garnies de mouches et de thon. Après réflexion, on se dit que c'était peut-être pas là où il fallait les mettre à ce moment-là. Donc le rendez-vous a lieu le mercredi après-midi. Et là, arrive une voiture. Dedans, à l'intérieur, le directeur de la DDPP, le vétérinaire, une personne de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole.
Le président des jeunes agriculteurs, une personne de la cellule psychologique, tous entassés, parce que c'est le mot, dans une voiture, avec des surbottes, avec des charlottes, et là je comprends que en fait chacun est venu avec sa voiture, mais qu'ils avaient laissé la voiture sur un parking bien plus loin pour éviter toute propagation du virus, j'imagine. Ils sont venus tous entassés dans la même voiture, et là je comprends que la gravité un peu de cette maladie et sa propagation, j'imagine qu'ils ont dû désinsectiser leur voiture avant de partir. L'ambiance est assez pesante, mais je lis sur leur visage aussi toute la détresse qu'ils peuvent avoir, tous les uns les autres, y compris le directeur de la DDPP, parce qu'il m'explique que je suis le premier cas de dermatose nodulaire contagieuse en Haute-Savoie, et le deuxième cas en France, donc il est assez dépité lui-même de ce qu'il me tend. Et là, ben voilà, l'arrêté préfectoral, je le lis. Et il faut... Bon, c'est un acte administratif, mais qui stipule bien que l'ensemble des animaux qui toient la vache contaminée doivent être abattus, et il faut valider ce protocole-là, quoi. C'est-à-dire toutes les bêtes qui sont dans l'étable, que le troupeau qui, lui, est à 300 mètres de la ferme est épargné parce qu'il n'a pas été en contact avec les animaux depuis un certain temps. Donc ça, c'est déjà un soulagement pour ces 7 bêtes-là. Je signe l'arrêté préfectoral et la condamnation à mort de nos vaches. Donc ça, c'est violent et c'est toujours dans ma tête, ça. C'est à nous de décider un peu le plus rapidement possible. Donc, avec mon associé, on décide que ça se fasse le lendemain matin, donc le 10 au matin. Voilà, donc on est pris en charge un peu par la MSA, par la cellule psychologique, qui discute un peu avec nous. Donc, ils nous disent qu'ils peuvent mettre des personnes pour venir nous aider, que c'est pas notre rôle de suivre tout ça. Pour moi, c'est hors de question de laisser partir mes vaches comme ça. Donc je leur dis que je serai avec elles jusqu'au bout, que je serai présent. Le protocole est signé, ils s'en vont. On reste tout seul, avec notre famille, avec Evelyne pour me soutenir. C'est voilà, la page qui se tourne, on sait que le lendemain, elles ne seront plus là. On a demandé quand même au niveau de la DDPP quelques faveurs. La première chose, c'est que les vaches soient sédatées avant d'être euthanasiées, c'est-à-dire endormies, chose qui a été acceptée. La deuxième requête, c'était de nous laisser sortir les animaux une dernière fois la nuit, afin qu'elles puissent profiter un peu de l'espace et puis d'avoir un dernier repas dehors une dernière fois. Donc derrière, il faut assurer la traite du soir, ce qui n'est pas simple. Et puis après, ben voilà, vous savez que le lendemain, ce qui va se passer. Et puis la nuit se passe, on se lève le matin. Je ne vais pas dire on se réveille parce qu'on n'a pas dormi. On se lève le matin et on sait que c'est la dernière fois qu'on va les voir. Donc c'est pas simple. Je les ai toutes prises en photo, les unes après les autres. Et puis 8 heures, la traite se termine. Et puis là, je sors de la laiterie. Et là, dans la cour, monsieur le maire est là. Le service d'ordre est là. Le major de la gendarmerie de Rumilly avec son adjoint, la chef de gendarmerie départementale. Puis je m'aperçois que, il y a une voiture qui bloque la route au niveau du premier hameau, une deuxième voiture, pareil, il y a des filtrations qui sont organisées. Il y a même le PSIG qui est présent sur le chemin de randonnée. Alors là, ça commence à prendre vraiment de l'envergure, là que je suis quand même assez surpris. Après, à 9h, la DDPP arrive et tout se met en place.
Et puis, devant la maison d'habitation est dressée la cellule de décontamination. Donc, il y a une rubalise qui est mise en place devant la porte d'entrée. Chaque personne qui entre et qui descend dans la cour pour aller pratiquer l'abattage doit mettre des surbottes, doit mettre une combinaison jetable, une charlotte, est désinsectisée de haut en bas. Et là, à partir de ce moment-là, vous prenez conscience que la gravité un peu de la chose, c'est assez imposant, ce serait cru dans une scène de film en fait. Donc les vétérinaires sont arrivés et puis là les camions d'équarrissage arrivent également. Je leur demande de rester en amont de la ferme parce que je veux pas que les animaux se doutent de quoi que ce soit. Je veux pas qu'ils se mettent en place dans la cour ou quoi que ce soit. C'est chose qu'ils acceptent bien gentiment, il n'y a pas de souci. On viendra quand tout sera terminé. La priorité pour moi, c'est qu'elles se rendent compte de rien. Enfin de rien. On peut pas dire de rien, mais de faire en sorte que ça se passe comme d'habitude. Et puis après, la DDPP arrive et tout se met en place. Le vétérinaire procède à la sédation, c'est-à-dire que on fait une injection de sédatifs sous la queue de la vache. Bon, elles ont l'habitude, quand on fait des prises de sang, on fait la même chose. Donc moi, je suis devant chaque vache et puis je l'accompagne, je la caresse de façon à ce que tout se passe du mieux possible, en tout cas dans le calme, la plus grande sérénité. Et puis au bout de 5 minutes, elles sont complètement dans les choux, quoi. Il y en a qui se couchent, il y en a qui restent debout, ça dépend. Et puis une fois qu'elles sont toutes sédatées, après l'euthanasie commence. Sitôt que le produit est injecté, sitôt la vache elle est par terre, quoi. Elle est morte. Moi j'assiste à l'abattage du premier jusqu'à la fin. La dernière qui tombe, c'est ma doyenne, c'est Marquise. Elle était restée debout. C'est la plus âgée, elle a 13 ans. C'est la dernière qui tombe. Voilà, après les bêtes sont dans l'étable, donc il faut les sortir. Les camions se mettent en place et puis là, que ce soit mes neveux, que ce soit les jeunes agriculteurs, ils nous disent stop, vous en avez assez fait. Vous n'avez pas besoin de voir ça. Vous n'avez pas besoin de voir vos animaux chargés dans les bennes. Donc ils nous disent maintenant vous rentrez à la maison et puis vous n'avez pas besoin de voir ça. Donc on sort de l'étable, on s'en va. On retourne à la maison. On rentre même pas dans la maison, on s'assoit sur le trottoir et puis on attend que ça se passe, quoi. Le protocole, il fait que en fait, les bêtes sont désinsectisées à l'intérieur du bâtiment. Elles sont désinsectisées une fois qu'elles sont sur le parvis devant l'étable. Et une fois qu'elles sont dans la benne, elles sont encore désinsectisées de façon à ce qu'il n'y ait aucun risque de contamination, quoi. Donc 31 bêtes tombées ce jeudi 10 juillet. Et puis on reste là, on reste un peu tout seul, quoi. On mange même pas à midi. On n'a pas l'appétit. Après derrière, on a l'espoir, il nous reste 7 vaches qui sont épargnées pour l'instant. Donc voilà, le lendemain, 5h30, là, on se lève pour faire quoi? Parce qu'il n'y a plus rien. Donc c'est tous les jours comme ça, on se lève, on se réveille toujours à la même heure, mais on tourne en rond, hein. Et puis il en reste 7, hein, donc on les surveille, comme la prunelle de nos yeux, on y va voir tous les jours, mais pour l'instant ça tient. Autour de nous, il n'y a pas d'autres cas qui se sont déclarés. Et puis le dimanche, en allant voir mon autre lot de vaches taries, il y en a une qui a un nodule. Du coup, on rentre ces 7 vaches à l'étable, le vétérinaire vient, ponction. Et puis, 2 jours après, confirmation, encore une fois. Donc le dimanche soir, elle a rebelote, des DPP à la maison, le protocole, la même chose. Le mercredi, l'abattage de ces 7 vaches est organisé, sauf que le mercredi, sur les 7 vaches qu'on avait rentrées, il y en avait 6 de malades. Donc la maladie, en 3 jours, elle avait vraiment évolué. 6 de malades, et puis qui étaient quand même bien atteintes. Donc, voilà, le mercredi matin, on rebelote, on recommence la même chose, le même déroulé, le même cinéma. Les 7 dernières qui nous restaient, elles sont abattues le mercredi d'après. Et là, du coup, à partir de ce jour-là, le 16 juillet, on n'a plus rien. Il n'y a plus de bêtes. Il n'y a plus rien du tout. Ce grand vide, ça a été très compliqué à gérer. Moi, quand je rentre
Pour aller à la ferme, forcément, quand j'arrive sur la colline, il y a la tonne à eau qui est dans le parc où elles peuvent s'abreuver. Je vois cette tonne à eau et forcément, je vois mon troupeau autour. Et du coup, ça, je le supportais plus. Donc, du coup, j'ai décidé d'enlever la tonne à eau et de la ramener à la ferme pour plus avoir cette vision-là. C'était trop difficile à supporter, quoi. Et après, derrière, donc, il y a la vaccination qui va être mise en place. Les vaccins qui étaient en Afrique du Sud, à la base, puisqu'il n'y en avait pas en Europe, ont été rapatriés le plus rapidement possible. Ils ont mis 15 jours, ça a été très rapide. Malheureusement, c'est quand même dommage qu'on n'en ait pas eu en Europe. Là, derrière, il y a carrément une armée qui se met en place. Ils ont vacciné 8000 vaches. 8000 vaches, toutes les bêtes qui étaient à l'intérieur ont été vaccinées en 2 jours, de 7h du matin jusqu'à 22h du soir. À côté de ça, il y a la cellule psychologique de la chambre qui joue son rôle, qui nous accompagne, qui nous appelle. Et puis il y a tous ces gens autour. Il y a un élan de soutien indescriptible, quoi. Il y a plein de gens qui m'ont appelé, des gens que je ne connaissais pas forcément. J'ai eu des courriers de gens que je ne connaissais pas, des gens du centre équestre qui m'ont envoyé des messages en disant que ce qui nous arrivait, c'était terrible, que pour eux de ne plus avoir de vaches, c'était triste. Ça, c'était un soutien énorme. Moi, j'ai répondu à tous les appels. Si je ne pouvais pas répondre tout de suite, je rappelais derrière à tous les messages. Ça a été une sorte de thérapie un peu pour moi parce que tous les messages, tous les SMS, tous les courriers, j'ai répondu à tout le monde. Parce que j'avais besoin que ça sorte. Et puis voilà, la cellule psychologique, elle a mis en place des rendez-vous avec des psys. Moi, si on m'avait dit que j'allais rencontrer un psy, ça m'aurait bien fait sourire. Mais je l'ai vu 4 fois. Il y en a 3 qui n'étaient pas simples. La culpabilité, elle est là. En jouant cette carte collective, on a condamné notre troupeau et on a signé un protocole qui les condamnait à mort. Je me suis beaucoup posé la question de savoir si je méritais d'avoir encore des animaux dans la ferme par rapport à ça. C'est toute cette cellule psychologique qui m'a aidé à prendre un peu le dessus, quoi. Aujourd'hui, on se retrouve avec plus aucune bête dans l'écurie. L'étable est vide. C'est une grosse incertitude parce que du jour au lendemain, il y a plus d'argent qui rentre. C'est vraiment 0. On nous parle d'indemnisation, on nous parle de repeuplement. C'est le retour des animaux dans la ferme. Heureusement qu'on nous en parle parce que nous, on n'a pas du tout la tête à ça. On a touché un acompte début août, censé nous aider à racheter des vaches. Mais nous, cet argent-là, il a servi à subvenir à nos besoins, ce qui n'est pas rien. Et donc, on s'est servi de cet argent-là et qui n'a pas servi au repeuplement comme c'était prévu au départ. On parle de repeuplement, mais pour nous, c'est quand même une grosse inquiétude parce que les nouvelles vaches, et la question qu'on se pose, c'est quand elles viennent de différents horizons, de différentes fermes, comment elles vont s'adapter déjà les unes aux autres et comment elles vont s'adapter à notre élevage, à notre bâtiment. On va peut-être en récupérer une quarantaine, mais sur une quarantaine, il y a peut-être une dizaine qui ne vont pas se plaire. Ça, c'est une grosse inquiétude pour nous. La décision de repartir, de repeupler, elle a été prise avec ma femme forcément parce que elle m'a fortement encouragé tout au long de tout ça. Elle me voyait triste sans animaux et elle voyait le mal-être qui s'installait en moi. Elle m'a beaucoup encouragé en sachant que la reprise d'un troupeau allait automatiquement entraîner pour moi d'être un peu moins présent auprès d'elle. Mais elle voulait malgré tout préserver justement cet équilibre parce qu'elle savait que même si j'étais moins présent, j'allais être malgré tout mieux dans ma tête. Donc j'ai contacté les organismes de race, c'est-à-dire la race Montbéliarde, Race Abondance et Race Tarine, l'organisme de la race Abondance qui m'appelle et qui me dit on a un éleveur qui est en âge de prendre la retraite et qui malheureusement est atteint de la maladie de Lyme et qui décide de se séparer de son troupeau parce qu'il ne peut plus, suite à la maladie, continuer sereinement son élevage et il voudrait que son troupeau soit maintenu en totalité et ne soit pas séparé. Il souhaite privilégier un éleveur qui a été touché par la maladie de la DNC. Donc je l'appelle. L'après-midi, je suis chez lui. Ça matche très bien entre nous. Il est très fortement attaché à son troupeau. Il a une génétique qui est hors pair et il connaît ses animaux comme sur le bout des doigts. Du coup, je récupère la totalité de son troupeau, 28 vaches. Et du coup, je sais que ces animaux-là vont venir chez moi.
Le protocole, après l'abattage, il stipule que la possibilité de remettre des animaux dans les étables, elle doit se faire 45 jours après le dernier abattage. Donc je sais maintenant que le 24 octobre, au soir, je pouvais remplir l'étable. On a récupéré encore 9 autres animaux dans la semaine qui suit. Le 24 à 17h, l'étable est pleine. Toutes les vaches sont dans l'étable et voilà. C'est la première traite. C'est un peu le bonheur de retrouver la traite. Les animaux s'intègrent bien. Et puis le lendemain, on les met au pâturage parce que le temps s'y prête. Et voilà, il y a le mélange des troupeaux qui se fait et ça se passe plutôt bien. Il y a une nouvelle hiérarchie qui se met en place. Le contraste se fait bien et ça matche bien avec elle. Donc on est content de ça. Et d'ailleurs, le soir du repeuplement, j'ai une de ces vaches à lui qui a mis bas le soir même, donc le 24 au soir, et d'une petite Amazone qui est la première femelle de la nouvelle histoire. Tous les éleveurs qui nous ont vendu des vaches, ils l'ont tous fait par solidarité. Les éleveurs qui m'ont transmis leurs animaux, et je les ai appelés pour les remercier, parce que des gens que je ne connaissais pas. Et ils m'ont tous dit, après le sacrifice que vous avez fait pour nous, c'était la moindre des choses qu'on puisse faire pour vous. Ça explique bien la solidarité qu'il y a pu avoir dans les Savoies par rapport à cette maladie. Ma femme a eu l'idée de symboliser un peu tout ça et on s'est adressé à une potière qui habite pas loin de chez nous. En fait, elle nous a fait une poterie, c'est un cadre, où elle nous a dessiné une vache. Et cette vache, elle correspond à nos nouvelles vaches et qu'elle pensera toujours à celles qui sont parties. Et il y a une bulle. Et dans cette bulle, il y a tous les noms de Lita, il y a Osiris, il y a Sahara, il y a Nen. Puis la dernière qui est notée, c'est Caramel. En fait, elle symbolise pour moi toutes celles que j'ai pas pu mettre. Parce que Caramel, c'est une vache, c'est un peu comme moi quand j'étais jeune Danube. C'est une vache qui était hyper sensible et qui est très attachante. Et du coup, pour moi, elle symbolise toutes celles que j'ai pas pu mettre sur le reste de la poterie. La page, elle ne se tournera jamais. Pour moi, elle ne sera jamais tournée. On est marqué à vie par ça. C'est une nouvelle histoire qui commence. On a maintenant un nouveau troupeau, mais la cicatrice, elle sera toujours béante et on n'oubliera jamais les vaches qui sont parties. Aujourd'hui, on doit s'occuper du mieux possible de celles qui sont là en pensant très fort à celles qui sont parties parce que c'est ce qui nous a motivés, c'est qu'il fallait repartir pour elles et l'histoire ne pouvait pas se terminer comme ça. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Audrey Largouette. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. Musique originale, Nicolas Mollet. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.